Permettez-moi donc, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, et vous avez eu tort, parce que le père Ardura nous a fait une conférence absolument passionnante, mais elle était enregistrée, donc vous avez droit à une deuxième chance. Et permettez-moi de présenter un tout petit peu l'école dont vient de parler M. l'abbé Babinet. En fait, je vais être très simple, c'est quoi la raison d'être de cette école? C'est tout simplement aider les familles à faire de leurs enfants des saints. Voilà, c'est simple à dire, c'est pas gagné d'entrée, mais c'est quand même l'objectif. Alors, saint, non pas au sens des saints de vitrail, comme le disait le père Ardura hier, mais au sens de la sainteté ordinaire. Et pour atteindre cet objectif, qui est vraiment l'objectif premier et fondamental de toute école qui se dit catholique, me semble-t-il, nous sommes convaincus pour ça que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut semer les graines de la foi. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut éveiller l'intelligence à ce qui est juste et à ce qui est droit. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut entraîner la volonté à faire le bien. Et enfin, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut nourrir la mémoire de ce qui est grand et de ce qui est beau. Une fois qu'on a fait ça, après, c'est à la grâce de Dieu et à la liberté de chacun. Et je crois que, peut-être M. Touchag ou M. Asselin me contrediront, j'espère que non, parce qu'ils connaissent beaucoup mieux le père de Foucault que moi, mais je crois que ce sont ces bonnes graines, ces bonnes semences qui avaient été semées dans son cœur d'enfant par son grand-père et par ses bons maîtres de l'époque, ce sont ces bonnes graines qui ont permis plus tard à Charles de Foucault d'éprouver l'inanité de sa vie de grand seigneur libertin et de ressentir du fond de ses débauches la tristesse, l'amertume et l'insatisfaction de cette conduite au regard de l'absolu de l'amour auquel s'était abreuvé son âme d'enfant. Et c'est ça notre objectif. Je n'en dirai pas plus pour l'école, sauf peut-être que c'est une école indépendante, libre donc de toute subvention publique, vous voyez, je vais en venir, et que nous assumons ce choix de la liberté. La liberté d'enseignement est un trésor précieux, mais comme tout trésor, il faut le financer. Tout à l'heure, à la sortie, on vous distribuera la lettre de l'école qui vous expliquera davantage ce que nous sommes. Et merci de bien vouloir y prêter attention. J'ajoute enfin une dernière chose que M. l'abbé a oublié. Il y a le caractère historique, le caractère miraculeux, le caractère intellectuel, le caractère spirituel, mais aussi le caractère festif. Et donc vous êtes tous invités à la kermesse qui fait partie de ces rencontres, samedi prochain, 13 mai, c'est une belle date, à la kermesse de l'école. Alors, votre présence n'est pas tout à fait obligatoire, mais elle n'est pas non plus totalement facultative. C'est ma version du « en même temps ». Cher monsieur, beaucoup de gens vous connaissent ici, notamment par vos interventions dans les médias. Vous dirigez l'entreprise qui porte votre nom, entreprise de restauration de monuments historiques. Et à ce titre, et à beaucoup d'autres, vous connaissez bien Versailles pour, me semble-t-il, y être intervenu, notamment dans les menuiseries du château. À cette charge d'entrepreneur, qui serait déjà suffisante en elle-même, vous ajoutez un engagement très fort en faveur de l'entrepreneuriat en général, en présidant depuis 2015 la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui regroupe, je crois, plus de 250 000 entreprises. Et c'est pas rien. Et je voudrais, en conclusion, vous adresser un triple merci. D'abord, merci d'être là ce soir dans un emploi du temps que j'imagine chargé. Merci encore beaucoup plus, si vous le permettez, pour votre défense de notre extraordinaire patrimoine. Votre entreprise prend une part éminente à sa conservation et je crois que c'est un signe extrêmement important et nous en sommes très reconnaissants de ce travail. Et aujourd'hui, couronnement,
magnifique. Vous êtes l'une des entreprises qui restaure la flèche de Notre-Dame de Paris. Quelle fierté vous devez avoir. Merci, et c'est le troisième, merci surtout, de votre courage, à vous, hommes publics, qui vous conduit à témoigner avec simplicité et avec force de ce que vous avez vu et vécu avec Charles de Foucault. C'est probablement cette vertu, celle du courage, qui manque tant à notre époque, que j'admire le plus chez vous. Merci pour votre exemple, merci pour votre panache. Je vous laisse la parole. Bon, après ce que vous venez de dire, j'ai une vertu à cultiver, c'est l'humilité. En tout cas, cher Hubert de Cézieux, je suis très heureux d'être ici. Vous savez, effectivement, on peut avoir un emploi du temps bien rempli, mais il y a des moments de respiration, et ce soir, je prends ce moment comme un moment de respiration. D'abord, suite à la visite que j'ai faite à l'école Saint-Charles-de-Foucault, qui m'a beaucoup touché. Voilà des endroits où, on est rassuré. Voilà, on sent que des jeunes de notre pays, des jeunes Versaillais, vont certainement grandir de la plus belle des manières, à savoir avec la foi. Et puis faire une conférence dans une église, c'est un endroit aussi qui rassure. Voilà. Donc, vous avez écouté hier soir, pour certains d'entre vous, le père Ardura. C'est compliqué de passer derrière lui. Et vous verrez encore demain avec Laurent Touchag, ça prend encore une autre hauteur. Mais chacun dans notre registre, finalement, nous sommes très, très complémentaires. En fait, Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault, même si, j'en parlerai tout à l'heure, avec mon épouse, nous sommes paroissiens de la paroisse Saint Charles de Foucault à Saumur, nous ne le connaissions pas. Il est débarqué d'une façon fracassante dans notre vie. C'était un mercredi soir. J'étais à Paris avec mon épouse. Et là, j'ai un coup de fil en fin de journée de mon responsable en charpente, puisque je dirige une entreprise éponyme de charpente-menuiserie, qui m'appelle et qui me dit « Écoute François, il est arrivé un pépin à Saumur. On a un jeune qui est tombé, qui est passé à travers la voûte de la chapelle du lycée Saint-Louis. Le lycée Saint-Louis est un lycée catholique. Le GIEC entreprenait des travaux de restauration assez lourds de la chapelle. Et nous, en tant qu'entreprise spécialisée dans ce genre d'ouvrage, nous restaurions la charpente au-dessus des voûtes de cette chapelle. Et là, je connais bien cette chapelle, puisque 4 de nos quatre enfants sont allés à l'école Saint-Louis, au lycée Saint-Louis. Et là, je me suis dit, waouh, la voûte, c'est haut, c'est très haut. Et donc je lui dis, mais dis donc, à Pascal, c'était mon chef en charpente, je dis, mais il est tombé, mais il est comment, quoi? Mais écoute, ce que je sais, c'est qu'il est rendu au CHU d'Angers. Mais il dit, je n'en sais pas plus, mais il est vivant. Mais écoute, je sais pas, je sais pas. Bon, là, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'appeler, alors je n'avais pas le numéro de téléphone de la famille, j'étais à Paris, donc j'essaye d'appeler le CHU d'Angers. Et là, je tombe sur le service des urgences, je me présente et on me dit, écoutez, vous êtes qui? Je dis, écoutez, je suis l'employeur du charpentier qui est chez vous. Ah, vous êtes l'employeur, on ne peut rien vous dire. Bon. Je dis, écoutez, très bien, mais est-ce qu'on peut me dire s'il est en vie ou pas? Écoutez, on ne peut rien vous dire. Seule la famille peut, si elle le veut, vous donner des nouvelles. Alors je dis, écoutez, simplement, pouvez-vous passer le message à la famille, puisque l'entreprise était fermée, donc je ne pouvais appeler personne, qu'elle veuille me rappeler, je laisse mon numéro de téléphone. C'était donc le mercredi soir, il était vers, à ce moment-là, peut-être 20h, 20h30. Immédiatement, et là, les épouses, là-dessus, sont excellentes. Je ne sais pas, messieurs, si vous êtes ici, mais la mienne est comme ça. Ni une ni deux. Elle appelle la terre entière, donc la paroisse, la fraternité de Marie-Reine Immaculée à Bois-le-Roi, où nous sommes messagers de Marie-Reine Immaculée depuis très longtemps, nous sommes très proches de cette fraternité. Elle explique la chose, et là, immédiatement, moi, ça ne m'était pas venu à l'esprit, tout le monde lui envoie,
c'est le 100e anniversaire de la montée au ciel de Charles de Foucauld, puisque notre Charles est décédé un 1er décembre 1916, mais nous étions le 30 novembre 2016, après 17 heures, donc après l'heure des vêpres, donc dans le temps liturgique du 1er décembre. Et donc là, bien évidemment, nous nous sommes activement mis à prier Charles de Foucauld, le bienheureux à l'époque. J'aime mieux vous dire que j'ai dû prier tous les saints que je connaissais, et même au-delà. Voilà, donc la nuit a été plus qu'agitée. Hein. Et le lendemain matin, j'attendais qu'une chose, c'est que l'entreprise ouvre pour que je puisse avoir les coordonnées de la famille. Et à 7h30 du matin, la maman du charpentier m'appelle. Donc, le CHU d'Angers avait transmis le message. Elle me dit, écoutez, voilà, il va bien. Il est sorti, voilà, il se repose dans la chambre, mais pour l'instant, il va bien. Donc, déjà, la question que je n'osais pas lui poser, il est en vie, visiblement, il est en vie. Je dis, mais il va bien, a-t-il des séquelles, etc. Comment ? Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas dire, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que l'opération s'est bien passée, et je dis, pourrez-vous me donner des nouvelles un peu plus tard ? Oui, oui, monsieur Asselin, pas de problème, je pourrais vous donner des nouvelles. Voilà. 3 jours après, alors on peut peut-être montrer quand même, voilà. Voilà, donc la façade de la chapelle, voilà, donc là c'est la chapelle Saint-Louis, hein. Voilà, une très belle chapelle, hein, qui a été d'ailleurs pris, qui a eu comme copie la chapelle royale de Versailles. Voilà, voilà, voilà. Hein. Et donc, on peut avancer sur voilà, la diapo d'après. Et là, vous voyez le trou dans la voûte. Donc, au-dessus d'une église, c'est certainement le cas au-dessus de celle-ci, vous avez donc, là, on a l'intrado, et au-dessus, vous avez l'extrado. Hein, et vous avez la charpente, bien sûr, qui arrive en triangulation au-dessus. Hein. Et donc, Charles est tombé au-dessus. Voilà. En fait, plutôt que de monter sur un platelage, on aperçoit d'ailleurs un des bastins du platelage, hein, c'était en fin de journée, eh bien, il a pris sa caisse à outils et puis il a pris un raccourci. Il est monté sur la voûte. Voilà. Alors, on va voir la diapo d'après. Et donc Charles, poum, passe par le trou. Voilà. 3 jours plus tard, donc le samedi matin, je vais lui rendre visite. 3 jours plus tard, on pouvait le visiter dans sa chambre d'hôpital au CHU d'Angers. Et je rentre dans la chambre, j'étais dans mes petits souliers, et puis vous savez, quand on va voir des gens à l'hôpital, on emmène de la lecture. Hein, et donc j'avais pris soin d'emmener une BD de Charles de Foucauld. Voilà. Je ne savais pas si j'allais lui offrir, hein, d'ailleurs. Et là, je vois Charles assis dans son lit, et il me dit, Monsieur Asselin, je vous demande pardon. Alors là, je commence à faire gloups. Je dis, mais écoute Charles, t'as pas à me demander pardon, t'es en vie, quoi. T'as pas... Non, mais écoutez, Monsieur Asselin, j'ai fait une grosse bêtise, j'aurais pas dû passer par là, je vais vous attirer les pires ennuis, non, je vous demande pardon. Bon, sa maman me regarde, elle me dit, vous savez, Monsieur Asselin, nous ne sommes pas des gens à problème. Là, regloups. Quand vous êtes dans la peau de l'employeur, vous savez derrière ce qui peut vous attendre. Hein. Je vous amène simplement à une simple réflexion que je me suis posée souvent à moi-même. Il arriverait la même chose à un de vos enfants. Quelle aurait été, tout bon chrétien qu'on peut être, quelle aurait été notre attitude ? C'était la leur. J'étais édifié. Donc là, déjà, je me reprends un petit peu parce que c'est quand même des moments un peu où l'émotion peut vous gagner. Et puis, je dis, bon, Charles, raconte-moi, comment t'as fait ton coup ? Oh, il me dit, fin de journée, voilà, j'étais pressé, je prends ma caisse à outils, et plutôt que de passer par le platage, comme je dis, je prends le raccourci, et là, je sens la voûte scellée sous mes pas. Alors, quand il vous raconte ça, vous avez l'impression que ça dure 10 minutes. En fait, le père Ardura vous l'a peut-être dit, ça dure moins de 2 secondes. Hein. Et il me dit, je savais que c'était haut. Il dit, je ne voulais pas tomber sur les jambes, je ne voulais pas tomber sur la tête. Je me suis allongé
J'ai mis ma tête entre mes mains et je me suis abandonné. Des mots-clés qu'on connaît tous. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, je m'abandonne à toi. Oh, et là, moi, j'entends ça. Bon, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je dis, bon, excusez-moi, mais il faut quand même que je vous parle d'un personnage. Je pense qu'il n'est absolument pas étranger à l'issue de tout ce qui vient de se passer. Alors là, grand ministre, ah bon, quel personnage? Bah, écoutez, est-ce que vous connaissez Charles de Foucault? Non. Non. Et je dis, écoutez, il va falloir, je pense que vous vous intéressiez à ce personnage parce que, voilà, ce qui est arrivé à Charles, le même prénom, sans S, est quand même assez étonnant. Voilà. Charles, il a fait une chute de 15,50 m. Il est tombé sur le dossier d'un banc d'église. Alors on aperçoit les bancs ici, hein, mais il y a une autre diapo où on voit le banc fracturé. Voilà. Vous voyez ? Et quand, alors tout le monde ne voit peut-être pas sur l'écran, mais voilà, on voit ce banc qui est fracturé. Et donc, il est tombé, comme je vous l'avais dit, sur le ventre. Et son ventre est arrivé, une partie de l'abdomen est arrivée sur le montant du banc. Le montant du banc fait une section de 45 mm par 45 mm, 4 cm et demi par 4 cm et demi. C'est un beau cure-dent. Hein. Ce montant lui a percé l'abdomen, est passé en dessous le cœur et ressorti de l'autre côté. Il s'est relevé, Charles. Si bien que son collègue Bernard, qui était en face de lui, qui l'a vu tomber, Bernard qui était lui sur le platelage, qui a vu tomber Charles, sur le coup, il me dit, moi je n'osais même pas regarder parce qu'il dit, quand je vais me pencher, qu'est-ce que je vais retrouver, quoi. Donc il dit, j'ai attendu quelques secondes avant de me pencher dans le trou, plus personne. Il appelle son collègue maçon, il est où? Il se penche, il n'y a personne. Charles s'était relevé. Pas tout seul, avec le bout de bois, qui lui transperçait l'abdomen. Il a eu la présence d'esprit de ne pas partir tout droit. Parce que s'il sortait par la porte principale, il arrivait dans la cour de l'école. Et là, il s'est dit, je vais tomber sur des élèves, voilà, ça va être un film d'horreur. Donc il est parti sur la porte latérale. Il est allé au fond de la chapelle, parti sur la porte latérale. Il s'est retrouvé dans un couloir de l'établissement Saint-Louis. C'est à peu près 50 mètres qu'il a marché, comme ça, avec le bout de bois traversant, et il tombe sur du personnel de l'école, voilà, qui reste bouche bée, en voyant un type avec un bout de bois qui traverse, et chat qui dit, écoutez, voilà, je suis tombé, j'ai un truc qui me gêne là, faut appeler les pompiers. Ils appellent les pompiers. À Saumur, c'était les pompiers à Saint-Tropez, ils étaient en balade, ils n'étaient pas à la caserne. C'est les pompiers de Gênes, donc encore plus loin que Saumur, qui viennent à l'établissement Saint-Louis. Il aurait pu mourir 10 fois, hein, Charles. Hein. Et là, première sortie pour une pompier volontaire de 18 ans. Un beau baptême. Bien évidemment, en même temps, vu le caractère quand même assez dramatique de l'accident, ils appellent le SAMU. Et donc, c'est Charles qui, au téléphone, expliquait au docteur du SAMU ce qui lui était arrivé et grosso modo, la section du bout de bois qui lui traversait le corps. Voilà. Le SAMU arrive, et là, il commence à lui mettre un sédatif, surtout qu'il ne souffre pas. Ils disent, il faut appeler l'hélicoptère. L'hélicoptère arrive, se pose sur le terrain de foot de l'établissement Saint-Louis. Ils essayent de le monter à bord de l'hélicoptère, et là, poum, ça coince, le bout de bois. Ben non, ça passe pas dans la porte de l'hélico. Eh bien, l'ambulance l'emmène de Saumur au CHU d'Angers. Et donc là, il est opéré, il y a 3 chirurgiens. Et voilà, la suite de l'histoire, c'est 3 jours plus tard où je me retrouve dans sa chambre. Ils lui ont enlevé le bout de bois. Aucun organe vital n'a été touché. Aucun. Les chirurgiens ont fait une ablation de la rate pour éviter l'éclatement pendant l'opération. Hein. Ils ont coupé une côte pour sortir le bout de bois. Donc en fait, c'est les chirurgiens qui ont touché les organes vitaux. Ils coupaient une côte. Pas de fracture. Il n'a pas perdu de sang. Alors certes, le bout de bois faisait compression, très certainement. 3 jours plus tard, il est dans son lit. Il me parlait comme je suis en train de vous parler.
Voilà sa tête. Alors ça, c'est une photo que vous ne verrez pas. Voilà, dans les publications, parce que, bien sûr, par respect pour Charles. Hein, mais ça fait quand même drôle, un visage comme celui-ci. Hein. On a un Charles de Foucault, voilà, à la mode 21e siècle quand même. Là. Et donc, 6 semaines exactement plus tard, il est de retour au boulot, aucune séquelle, aucun problème pour monter en hauteur, voilà, rouspétant après la médecine du travail parce qu'on lui avait mis un mi-temps thérapeutique, il dit mais moi je m'embête chez moi la moitié du temps, mais mettez-moi un plein temps, voilà, je suis frais dispo, faut y aller. Hein. Et donc, vu toutes ces circonstances, immédiatement, je me suis dit, bon, effectivement, il y a quelque chose. Hein. Et puis, il y a un moment où on se dit, il s'en est sorti. Voilà, allez, on tourne la page. Et moi, je voulais oublier cette histoire. Hein. J'ai maintenant, bon, place aux embêtements, ce qui me concerne. Mais je dis, bon, on oublie, il s'en est sorti, etc. etc. Et c'est mon frère jumeau qui connaissait cette histoire, qui me dit, écoute, François, il s'appelle Pascal, tu peux pas en rester là, il faut quand même que tu creuses, etc. J'écoute, non, m'embête pas avec ça, c'est bon, quoi, faut... Ah non. Et donc il creuse, lui, et il m'obtient les coordonnées de Monseigneur Rowe, qui à l'époque était l'évêque de Gardaïa, donc l'évêque français, à l'époque, c'est un anglais maintenant, britannique, qui était l'évêque du lieu où Charles de Foucault est inhumé. Et donc, j'écris à Monseigneur Rowe, petit témoignage très factuel, hein, j'en fais vraiment pas des tonnes, je dis on verra bien, hein, et lui, il m'écrit, écoutez, je renvoie ça au père Ardura, et je reçois quelques semaines plus tard un retour du père Ardura qui me dit, oh, tiens, c'est une histoire qui me paraît un peu singulière, est-ce possible, il faut l'imaginer avec son accent hein, du sud-ouest, hein, est-ce possible de venir rencontrer voilà, les témoins et la victime voilà, pour que je vois le contexte, etc. J'ai dit, écoutez, bien sûr, et là, le père Ardura, quelques mois plus tard, vient à Saumur, et là commence l'aventure du procès qui va amener jusqu'à la canonisation de Charles de Foucault. Hein. Alors, il y a une chose qui était très importante. Hein. Charles n'est pas baptisé. Hein. Charles ne va pas à la messe, bien évidemment. Hein. Même s'il travaille en tant que charpentier au-dessus des églises, il n'est pas indifférent en église, mais il n'en a pas les codes, si vous voulez. Hein. Et donc, si on voulait que cette histoire serve à la canonisation de Charles de Foucault, il fallait le consentement de Charles. Alors, mettez-vous un tout petit peu à ma place, je suis son employeur. Donc, comment faire en sorte d'aborder le sujet avec Charles sans, entre guillemets, voilà, pousser son consentement? C'était mon angoisse. Et c'est en 2016, je suis en même temps président de la CPME. Et c'est une affaire qui peut partir en vrille du jour au lendemain. Et donc, avec Charles, j'ai bien pris le temps de discuter. Voilà. Je lui écoute, voilà, bien sûr, tu es entièrement libre. Hein. Il avait lu la BD de Charles de Foucault, que je lui avais offerte. Il me dit, écoutez, alors je lui explique sur quoi ça pourrait servir, quoi. Faire en sorte que, peut-être que ça permettrait son aventure à faire en sorte que Charles devienne saint. Et lui, d'une façon tout à fait, on va dire, pleine de bon sens, il dit, moi j'ai lu son histoire. Il dit, franchement, c'est quelqu'un qui était très bien. Il dit, si je peux apporter du bien à quelqu'un qui était très bien, bon, je suis volontaire, quoi. Voilà. Donc, on peut vraiment prier pour Charles. Parce que s'il avait dit non, ça s'arrêtait. Parce qu'après l'histoire du procès, etc., pour la canonisation, le père Ardura vous l'a peut-être raconté, mais pour Charles, ça n'a pas été évident. Il a d'abord eu la question de médecin, un psychiatre,
un traumatologue. Il faut accepter d'ouvrir son dossier médical. Enfin, c'est des moments qui peuvent être douloureux, quoi, de revenir là-dessus. Hein. Et parfois, ça l'était pour Charles. Hein. Donc, voilà, le père Ardura, bien évidemment, a fait un boulot remarquable, mais franchement, stupéfiant. Hein. Mais sans le consentement de Charles, c'était cuit. Voilà. Donc, on peut vraiment lui dire merci. Hein. Et puis ensuite, la deuxième personne qui aurait pu faire en sorte que ça ne se passe jamais, c'est notre évêque, Monseigneur Delmas, parce qu'il faut ouvrir un procès diocésain. Hein. Le lieu où s'est passé le miracle, c'est l'évêque du lieu qui choisit ou pas d'ouvrir un procès. Et là, Monseigneur Delmas n'a absolument pas hésité. Il dit, bah oui, on va ouvrir un procès. Voilà. Voilà. Dans cette aventure, dans cette histoire, là je vous ai déroulé un petit peu la partie technique. Hein. Sur le contexte spirituel, en 2012, le curé de l'époque, qui s'appelait le père Régis Montperrin, c'était au moment de la redistribution des paroisses au niveau du diocèse. Hein, il y avait la paroisse Saint-Pierre-Saint-Nicolas, de paroisse de Sandreville qui devait fusionner avec la paroisse de Saint-Lambert au nord de la ville de Saumur. Et donc, il a fallu choisir le nom d'un saint patron, ou le nom de la nouvelle paroisse. Et le père Régis avait soumis à ses paroissiens un concours de noms. Dans ce concours de noms, il y avait eu plein de propositions, dont plusieurs, bien évidemment, portant le nom du bienheureux Charles de Foucauld, puisque certains diront dans son année glorieuse, hein, en 1878, Charles de Foucauld était à l'école militaire de Saumur. Hein. Le père Régis Montperrin, avant d'arrêter son choix, avait décidé de faire une retraite à Notre-Dame-des-Neiges. Alors, j'y serai la semaine prochaine avec mon épouse. Donc vous ne me verrez pas sur les plateaux télé, vous ne me verrez pas à la radio, enfin vous ne m'entendrez pas, voilà. Je serai, voilà. Et voilà. Et donc il est revenu Notre-Dame-des-Neiges en disant, ça y est, c'est bon, je tiens le saint patron de la paroisse, Saint-Charles de Foucauld. Et puis, il a commencé à emmener sa paroisse, le père Régis, sur les pas de Charles de Foucauld. Donc, nous sommes allés en Terre Sainte, sur les pas de Charles de Foucauld, voilà, une grande partie de la paroisse. Après, on a changé de curé, le père Vincent Artari. Et le père Vincent Artari s'est mis dans les pas, lui aussi, du père Régis Montperrin et du père Charles de Foucauld, et a emmené la paroisse régulièrement au Sacré-Cœur à Paris, pour faire des nuits d'adoration, à Saint-Augustin, toujours sur les pas de Charles de Foucauld. Donc, Charles de Foucauld, on n'en a pas eu une overdose, hein, mais on commençait quand même à découvrir un peu le personnage. Hein. Et l'année du centenaire de la montée au ciel de Charles de Foucauld, notre curé, le père Vincent Artari, il dit il faut que la paroisse prie pour que Charles de Foucauld devienne saint. Voilà. Donc, à chaque fin d'office, on avait une petite carte avec la photo de Charles de Foucauld et derrière un texte pour demander sa canonisation et en dessous marqué « S'il se passe quelque chose, vous pouvez contacter le père Ardura ». On ne le connaissait pas à l'époque. Pour l'anecdote, nous avions commandé à l'époque 500 petites affiches. Nous en avions reçu 5000. On n'a jamais su pourquoi. Il y avait du rab, voilà. Bon. La semaine où arrive l'accident, toute la paroisse devait fêter dans le lycée Saint-Louis la fête paroissiale, donc le samedi, la fête paroissiale pour fêter le 100e anniversaire de la montée au ciel de Charles de Foucauld. L'aspect, effectivement, prière est impressionnant. Je veux dire, depuis cela, je pense qu'il ne faut pas douter de la prière, quoi. Moi, c'est fini, quoi. Je ne rigole plus avec ça, quoi. Je ne doute plus du tout. Et pour autant, il y a toujours ces choses très mystérieuses où on a eu des sollicitations de personnes qui vivaient un drame et qui nous demandaient de prier pour
que ce drame bien, se termine positivement, et ça ne marche pas à tous les coups. Donc je veux dire, ça nous échappe, et parfois c'est terrible, quoi. Hein. Mais pour autant, je veux dire, tout le contexte de prière paroissiale, de prière personnelle, je veux dire, voilà, moi ça y est, je suis converti, voilà. Hein. La prière, c'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même pas rien. Hein. Alors Charles, aujourd'hui, il en est où? Charles n'est toujours pas baptisé. Charles, il travaille toujours dans l'entreprise Asselin. Il est à l'île de la Réunion, hein, où nous avons une agence là-bas, toujours comme charpentier. Charles, c'est le collègue que tout le monde aimerait avoir. C'est le type sans chichi, sans problème, voilà. Égal à lui-même, aimant particulièrement profondément son métier de charpentier. C'est vrai que l'apprenti charpentier le plus célèbre au monde, c'est Jésus. Hein, voilà. Vraiment d'une simplicité de cœur un peu déconcertante. Je vous ai témoigné un petit peu voilà, cette première rencontre avec lui dans la chambre, mais il a tout le temps été comme ça, très simple. Quand la canonisation a été actée par l'Église, par le pape François, nous nous étions dit avec le père Ardura, et en accord aussi avec notre évêque, il y a un moment ou un autre, et je l'avais suggéré, il faut qu'on se présente à la presse. Parce qu'il y a une chose à laquelle je voulais faire absolument attention, c'est de préserver Charles. Et donc, nous avons préféré organiser les choses avec la presse, plutôt que de laisser la presse aller fouiller, chercher qui était le fameux miraculé, et qui s'appelait Charles. En plus, préserver son identité, c'était aussi préserver, on va dire, sa santé psychologique. Charles, quand il est arrivé, il avait 21 ans, il en a 27 aujourd'hui. Mais imaginez que vous passez sur tous les écrans de télé, les journaux de 20 heures, les radios, etc., et que vous racontez à chaque fois votre histoire, faut faire un tout petit peu attention. J'avais vraiment peur de ça, quoi, de le transformer en bête curieuse. Hein. Et donc, on a organisé cette conférence de presse que nous avons fait à Saumur, dans la chapelle. Hein. Alors on a eu la presse nationale, on a eu même la presse internationale. Et là encore, je trouve que Charles de Foucauld a vraiment choisi son miraculé, quoi. D'abord, pas baptisé. Vous savez les énormes difficultés qu'a connu Charles d'abord pour faire des baptêmes, il en a fait quelques-uns, mais en pire, pour convertir. C'était vraiment sec de son vivant. Hein. Et bien là, il a choisi quelqu'un qui ne le connaissait pas, qui n'est pas baptisé, hein, mais qui a une personnalité vraiment étonnante. Et dans cette conférence de presse, la peur qui était la mienne, c'est qu'on lui pose vraiment des questions un petit peu chausse-trappe, quoi. Et elles ont eu lieu, ces questions. Question. Dites donc, monsieur Asselin, là, c'est votre patron? Oui. C'est lui qui vous a demandé, là, de faire tout ça, etc. Il dit, écoutez, à 21 ans, j'étais majeur. J'en ai 25 aujourd'hui. Je suis toujours majeur et vacciné. Donc, si j'avais voulu dire non, j'aurais dit non. Voilà, je l'ai fait de mon propre gré. Hein. Alors, écoutez, moi, j'ai trouvé ça de part très intéressant, parce que je n'aurais jamais eu accès à autant d'éléments sur ce qui m'est arrivé si j'avais pas, entre guillemets, accepté de faire ce que j'ai fait. Mais je l'ai décidé de voilà. Et c'est sorti tout seul comme ça. Autre question. Monsieur, vous connaissez les affres de l'Église depuis quelques années, en ce moment. Ça vous choque pas tout ça, là, la pédophilie, etc., etc. Écoutez, moi, maintenant, ça fait quelques années que je connais des hommes d'église, que je connais des chrétiens. Écoutez, moi, je n'ai connu que bienveillance vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est beau d'entendre ça de quelqu'un qui ne va pas à l'église. Vous voyez? Il nous l'a bien choisi, notre Charles.
hein, le miraculé. Voilà. Voilà, donc ce beau visage. Alors ensuite, vous reconnaissez le père Ardura pour ceux qui étaient là hier soir. Hein. Donc Charles a repris un petit peu là, de coffre. Hein. Voilà, la barbe a un peu poussé. Et puis il y a une photo que j'aime beaucoup. Ça, c'était la fin du journal de 20 heures, le jour de la canonisation de Saint Charles de Foucault à Rome. Hein. Et donc c'est le journal de 20 heures sur TF1. Et là, je me suis dit, c'était super parce que là, on a la capture d'écran finale, mais on avait Charles qui était en couleur, et petit à petit, l'image passe au noir et blanc et se pixelise à côté de celle de Saint Charles de Foucault. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment un très beau clin d'œil. Voilà. J'aime beaucoup cette photo. Hein. Voilà, c'est très beau. Hein. Voilà. Alors, l'autre volet, qui est le volet, on va dire, qui pourrait être beaucoup plus désagréable, c'est les suites juridiques, on va dire, républicaines, hein, en sortant la partie... voilà. Eh bien, en fait, vous savez, le bon Dieu, il fait le service après-vente. Quand il fait un miracle, il va jusqu'au bout. Alors d'abord, quand il vous arrive un pépin comme ça dans une entreprise, quand vous êtes le chef d'entreprise, vous avez tout le monde contre vous. Pas vos salariés. Hein. Ah non, pas vos salariés. Je n'ai eu aucun problème avec l'ensemble de mes salariés. Non, au contraire, je suis allé les rassurer, etc. Enfin bref, on a beaucoup discuté, on a passé beaucoup de temps à comprendre comment on peut éviter ça, bien évidemment, hein, pour pas que ça se reproduise. Hein. Mais après, bien, vous avez tous ceux qui sont là pour inspecter, pour contrôler, qui débarquent. Même s'ils vous connaissent depuis 20 ans pour certains, qui trouvent que votre entreprise est formidable, que vous avez une culture de la sécurité, ben là, d'un seul coup, c'est plus les mêmes. Vous comprenez pas pourquoi ce qui s'est passé. Voilà. Mais tout le monde vous tombe sur le poil. Voilà. Donc, vous allez avoir bien sûr vos conseils, hein, donc avocat, hein, en droit social, avocat pénaliste. Et là, je me souviens très bien au cabinet d'avocat qui me dit « écoutez, monsieur Asselin, vu les circonstances de l'accident, ça va secouer pour vous. Quoi. Voilà, préparez-vous. » Bon, amen. Il est vivant, c'est le principal. Bon, je vais y aller. Bon, voilà. Et donc, le dossier part au procureur d'Angers. Le procureur d'Angers envoie ça au procureur de Niort, puisque l'entreprise, le siège social est dans les Deux-Sèvres, mais l'accident a eu lieu dans le Maine-et-Loire. Moi, j'habite dans le Maine-et-Loire, j'habite à Saumur, j'habite à 100 mètres de la chapelle. Hein. Voilà. Donc, il va à Niort. Le procureur de Niort le renvoie à Angers. Et là, le procureur d'Angers le renvoie à Niort. Alors ça, je l'ai appris qu'après. Hein. Donc c'est l'avocate qui m'expliquait ça, etc. Et à un moment, on se fait convoquer par le vice-procureur de Niort. Et c'est là où vous avez accès au dossier. Et c'est là où vous voyez vraiment que tout le monde vous tombe sur le coin de la figure. Quoi. Là, il n'y a pas de pitié. Hein, voilà. Bon, c'est comme ça. Le vice-procureur dit, substitut du procureur plutôt, il dit écoutez, écoutez, si vous plaidez coupable, 1 000 € d'amende et c'est terminé. On plaide coupable, 1 000 € d'amende et c'est terminé. Et là, j'étais pas présent, l'avocate m'appelle. Alors, elle connaissait pas du tout le côté spirituel, hein. Pas du tout. Hein. Elle me dit, monsieur Asselin, elle dit c'est un miracle. Ah bon, expliquez-moi. Elle dit, écoutez, ça fait 20 ans que je suis des affaires comme la vôtre. Elle dit, écoutez, c'est pas possible, c'est un miracle, c'est pas possible, ça se termine comme ça, quoi. Elle dit, mais j'en reviens pas. Mais je dis, mais c'est vraiment terminé, ça va pas repartir? Non, c'est terminé, monsieur, terminé, c'est terminé. 1 000 € d'amende, toc, terminé. Alors je dis, vous savez, madame, vous savez, maître, et je dis, si vous m'accordez 10 minutes, je vais vous expliquer un autre miracle. Alors là, je lui raconte, etc., tout ce qui s'était passé pendant tout ce temps-là. Et à l'époque, il n'était pas encore, le procès diocésain était en cours, donc on n'avait pas le résultat de la canalisation. Je dis, écoutez, voilà tout ce qui est en train de se passer, etc. Alors elle me dit, monsieur Asselin, vous savez, eh bien, si ça va au bout, vous allez écrire la partie spirituelle, et moi, je vais écrire la partie temporelle. Voilà. Donc, je vous dis,
voilà, le bon Dieu fait le service après-vente jusqu'au bout. Voilà, je n'ai pas du tout été embêté. Voilà, donc, merci Seigneur. Et puis, Charles, surtout, est en bonne santé. Voilà, c'est un garçon qui évolue bien dans la vie. Quand les journalistes lui ont dit, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Il dit, écoutez, moi, c'est mon métier. J'ai encore tellement de choses à apprendre dans mon métier. Je voudrais encore me perfectionner. Voilà. Je ne me sens pas capable de devenir chef d'équipe. J'aimerais demain devenir chef d'équipe. Mais quand vous avez des jeunes qui vous parlent comme ça, mais ça rassure, ça aussi. Hein. C'est formidable, quoi. Donc, vous voyez, ce sont des belles personnalités, très simples, mais très profondes, très bonnes. Voilà, c'est les gens qui nous édifient, sa maman, sa famille. Voilà. Et quand on était d'ailleurs à Rome, c'était assez stupéfiant de voir sa maman. Hein. Sa maman, son papa est ancien charpentier métallique en retraite. Sa maman travaille dans un supermarché. Je peux vous dire que quand on était au Vatican, quand on était à l'ambassade de France, ils étaient comme des poissons dans l'eau. Hein. Entre les cardinaux, les généraux, les ambassadeurs. Ah, monsieur Asselin, venez me présenter tout ça. Oh, mais c'était formidable. Ça, vous voyez, ça sentait bon comme le pain, quoi. Franchement, des personnalités très touchantes. Voilà. Donc on peut prier pour Charles. Voilà. Merci. Si jamais vous voulez poser des questions, je ne sais pas comment. Voilà. Il a une sœur. Ouais. Il a une sœur. Et on a eu des moments assez cocasses avec Charles parce que je lui ai présenté pas mal de monde à la maison. Et je me souviens d'un déjeuner où il était entouré de Monseigneur Ardura, parce que c'est un Monseigneur Ardura, le Père Ardura, c'est un Monseigneur. Non, il n'est pas Monseigneur? Ah bon, on l'appelle Monseigneur, nous. En tout cas, il se laisse appeler Monseigneur. À Rome, on l'a même appelé cardinal, éminence. Ouais. Ah d'accord. Ah, il a refusé, d'accord. Ah ouais. Bon, nous, on ne se refuse pas de l'appeler comme ça. Alors, donc, il y avait le Père Ardura, il y avait Monseigneur Delmas, il y avait Monseigneur Defoy, qui est un retraité de la paroisse Saint-Charles-de-Foucauld. Et puis, il y avait le curé de la paroisse. Et puis, il y avait Charles au milieu de tout ça. Voilà. Et donc, à un moment, voilà, ça... que des intellectuels, quoi, finalement, quoi. Voilà, c'est vous dire les choses telles qu'ils sont, quoi. Et le Charles Charpentier, pas du tout effrayé, etc. Et puis moi, je dis, mais Charles, est-ce que tu pourrais expliquer, voilà, à chacun, là, à tout le monde, là, ce que c'est qu'un trait de Jupiter? Alors, c'est quoi un trait de Jupiter, etc. Alors, je sors un papier, je lui donne un crayon, je dis, tu dessines un trait de Jupiter et tu vas expliquer. Mais c'était génial. Il les enseignait. Le charpentier, en dessinant son trait de Jupiter, vous savez, c'est un assemblage, voilà, généralement pour relier un entrée, hein, avec une clé de serrage au milieu, voilà. Il expliquait parfaitement à quoi ça servait, pourquoi on faisait ça, etc. Vous voyez, c'est formidable, quoi. Voilà. Toujours cette belle personnalité. Oui. Oui. Alors, vous avez une photo qui est celle, voilà. Donc, il l'a rencontré à ce moment-là. Donc là, je sais pas, vous reconnaissez celui qui est à gauche de Charles? Voilà, et au milieu. Hein, voilà. Et donc, c'était le jour de la canonisation. Et il était avec, effectivement, la première dame, Giovanna, voilà, qui était la première miraculée. Ouais. Alors, il voulait absolument rencontrer le pape. Alors ça, il me dit, François, moi je viens à Rome, mais voilà. Si je rencontre pas le pape, mais tu vas le rencontrer, le pape. Ouais. Alors, dans la paroisse, moi je rends vraiment grâce pour la paroisse qui est la mienne, parce que il y aurait pu y avoir la tentation de vouloir rencontrer Charles, de vouloir en savoir plus. Eh bien, ils ne nous ont jamais embêtés, ni Charles, ni personne. Voilà. Ils ont tout le temps respecté l'anonymat de Charles. Voilà. Franchement, voilà. Je pense que
Il y a peu de lieux comme ça se passerait, hein, mais en église, ça peut se passer comme ça. Enfin, les paroissiens, très respectueux. Voilà, ils n'ont pas cherché à me dire, bah, écoute, ramène-nous Charles, on voudrait le connaître, etc. Ils ont vraiment respecté complètement voilà, le fait. Alors maintenant, bah, bien évidemment, Charles de Foucault a pris du grade. Hein. Donc autour du 1er décembre, tous les ans maintenant, on va fêter, c'est la grande fête paroissiale. Hein. D'ailleurs, l'année prochaine, si vous voulez venir, c'est ouvert voilà, à tous ceux qui aiment Saint-Charles de Foucault. Hein. On organise nous aussi ben, voilà, nos conférences. Laurent a pu voilà, le faire l'année dernière, Laurent Touchag. Et donc, bien évidemment, la paroisse, les écoles, on a aussi une école hors contrat. Voilà, qui, voilà, tous les ans produit avec les enfants un spectacle sur Saint-Charles de Foucault. Et puis on a l'aspect militaire quand même. Hein, l'école de cavalerie de Saumur, et Charles de Foucault était cavalier à Saumur. C'est le premier voilà, saint-cyrien qui est devenu saint. Donc pour les militaires de Saumur, d'avoir une paroisse Charles de Foucault où il y a eu un miracle, c'est aussi pour eux important. Hein. Donc bien évidemment que voilà, dans la paroisse... on pétrit la personnalité du saint, hein. Mais sinon c'est une paroisse comme toutes les autres, hein, avec sa vie paroissiale. On a beaucoup de chance, c'est une paroisse très vivante. Voilà, la messe, il y a 2 messes le dimanche matin, la messe de 10h est tout le temps bien remplie. Voilà. Et puis Saumur est une jolie ville, donc il y a pas mal de tourisme, donc il y a aussi du passage, c'est toujours sympathique de voir des gens de l'extérieur. Mais voilà, au niveau de la paroisse, ça je dirais, c'est passé finalement naturellement, quoi. Oui. Oui. Alors, oui. Est-ce que Charles, ça ne lui a pas posé des questions à lui? Pourquoi moi j'ai été sauvé? Alors, bien évidemment, c'est une question qu'on a envie de lui poser, mais qu'il ne faut pas lui poser. Hein. Une fois, il y a un de ses collègues chrétiens qui lui a dit, j'étais là, une chose très belle, il dit, tu vois, il dit, nous, notre bon Dieu, il est tellement bon qu'il t'a sauvé la vie, mais il ne te demande même pas de croire en lui. C'est totalement gratuit. C'est très juste. Hein. Et après, Charles, il dit, moi, alors c'est très bizarre, parce qu'il dit, moi, j'ai pas rencontré Dieu, mais qu'on me dise que je suis miraculé, je veux bien l'accepter. Parce qu'il s'est passé quand même quelque chose, oui, que je ne peux pas expliquer, mais j'ai pas rencontré Dieu. Donc, ses collègues l'appellent le miraculé, hein, ça ne le dérange pas du tout. Hein, voilà. Mais on a finalement gardé un petit peu ce côté piété populaire, finalement, dans le cœur des gens. Hein, c'est-à-dire que, c'est le miraculé, oui, voilà. Mais bon, c'est pas pour autant qu'ils vont basculer, voilà, pour aller à l'église. J'ai envie de dire, ça m'a fait comprendre pourquoi, du temps de Jésus qui pouvait faire des miracles, Dieu sait qu'il en a fait, et bien il n'a pas converti tout le monde. Hein. La preuve, hein, on l'a crucifié. Hein. Donc, on a beau être témoin d'un miracle, et Bernard, son collègue, lui, il l'a vu tomber, il l'a vu se relever. Enfin bon, Bernard ne s'est pas converti, quoi. Et ça ne nous appartient pas. Voilà, cette rencontre, il y a encore le temps, exactement. Voilà, il ne faut surtout pas désespérer, pour nous quand même. Voilà, on peut prier pour leur conversion. Hein. Mais, oui. Alors, je m'y attendais, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, la question c'est, est-ce que vous avez été confronté à de l'adversité, face à l'incrédulité, etc., des gens qui vous, voilà, grosso modo, qui auraient pu me malmener en disant, mais c'est quoi votre histoire un peu olé olé, etc. Absolument pas. Absolument pas. Et là encore, je pense que nous, chrétiens, on est dans un monde aujourd'hui où je pense qu'on n'a pas trop à se cacher, très honnêtement. Moi, dans mon mandat de président de la CPME, dès le départ, la question, bien sûr, je me la suis posée. Je dis, si on me demande si voilà, je suis chrétien, etc., qu'est-ce que je dis? Parce que, évidemment, on est un peu surveillé, quoi. Je me suis dit, si on me pose la question, pourquoi mentirais-je? Je dis, oui, il est où le problème? Puis si on ne me pose pas la question, je ne réponds pas.
on m'a pas posé de questions. Voilà. Et donc, ça m'est arrivé dans une conférence de presse où c'était avec l'association des presses en droit social, hein, où à la fin de la conférence, il y a un journaliste qui me dit « Au fait, monsieur Asselin, il faudrait que vous nous parliez de ce qui est arrivé dans votre entreprise sur voilà, le miracle, etc. etc. » Alors je dis « Écoutez, c'est vous qui posez la question, donc moi je veux bien vous répondre, mais si autour de la table, ça vous intéresse pas, je ne réponds pas. » Voilà. Et là, ah mais si, racontez. Ben, j'ai raconté. Et il y a eu aucun article malveillant de quoi que ce soit, rien. Alors ça passe au-dessus de la tête de pas mal de gens. Puis d'autres, ben, finalement, ils sont très heureux de dire, ben, il y en a un qui parle normalement, quoi. Voilà. Non mais c'est vrai, hein. Faut pas se faire trop d'énormes. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire du prosélytisme, il ne faut pas y aller avec la bannière. Voilà, ça, bien évidemment, c'est insupportable, personne ne le supporterait. Mais en même temps, on n'a pas à rougir de ce que nous sommes, bien au contraire. Hein. Franchement, le chrétien, ça va être le levain dans la pâte, hein, et Dieu sait que la pâte, elle a besoin de levain en ce moment. Hein. Donc, voilà, quoi. Disons simplement ce qu'on est, quoi. Oui, je vais à la messe, je vais à l'église, etc. Oui, Et alors, il est où le problème, quoi? Non, il n'y a pas de problème. Ah bon? Trop bien. Oui. Oui. Oui, alors bien sûr, avec Charles, je ne devrais pas en parler comme ça, mais c'est devenu mon chouchou. C'est pour ça que c'est bien qu'il soit très loin à La Réunion. Mais au mois d'août, tous les mois d'août, généralement, je vais passer 15 jours à La Réunion. Hein. Avant, j'y allais plus souvent. C'est mieux l'hiver, d'ailleurs. Hein. Bon, j'y vais au mois d'août parce que j'ai pas le temps d'y aller autrement. J'en profite pour travailler un peu et puis pour prendre une semaine de vacances avec mon épouse. Donc, l'été dernier, donc au mois d'août, donc l'hiver austral là-bas, je suis à La Réunion et donc je vais inviter Charles au restaurant. Il dit non, monsieur Asselin, c'est moi qui vous invite chez moi avec votre femme. Il dit, cette semaine, il y a ma sœur, donc celle que j'avais vue dans la chambre d'hôpital, qui est là, avec son petit bébé et son ami. Je tiens absolument que ça soit moi qui vous invite, vous venez à la maison. C'est mon charpentier, je suis le patron. Non mais, vous voyez, on peut pas mentir les gens comme ça, quoi. Ils nous édifient, quoi. Voilà. Donc oui, je garde un lien quand même affectif avec Charles. Hein. Et en même temps, il ne m'appartient pas, hein, donc demain, peut-être partira-t-il de l'entreprise et mener son aventure ailleurs, hein, c'est comme ça. Hein. Alors je sais qu'en ce moment, voilà, il fréquente. Il ne me l'a pas encore présenté, mais bon. Ouais. Oui. Alors, oui, alors, il y a eu, alors pas les trois, mais d'un chirurgien. Et là, c'est le père Ardura qui a été très sympa, je ne sais pas si vous l'avez raconté hier soir pour ceux qui étaient là, mais quand il a commencé l'enquête, on a rencontré bien évidemment les protagonistes. Alors d'abord, il y a eu un moment assez rigolo, c'était avec les personnels de Saint-Louis, du lycée Saint-Louis. Hein. C'était des personnels d'entretien, voilà. Et donc, le père Ardura veut les interroger, on arrive dans une petite salle de l'école, on s'assoit, et puis là, je commence à faire l'introduction. Je dis, voyez, le père Ardura, il vient de Rome, etc. Puis le mec, il dit, père, mais pourquoi vous avez fait tout ce chemin? Il dit, mais c'est pas la peine de venir. Nous, on l'a vu, il est miraculé. Voilà, c'est très rigolo. Et puis, une autre fois, donc, on va voir le chirurgien, l'un des trois, qui l'a opéré, le gastro, qui l'a opéré. Et donc, il commence à dire au père Ardura, il dit, écoutez, bon, je vais vous dire pourquoi j'ai accepté. Il dit, c'est par obéissance à ma femme, parce qu'il dit, moi je suis pas croyant, ma femme va à l'église, donc bon, il m'a dit, voilà, il faut que tu reçoives ce monsieur. C'est touchant, hein. L'obéissance, hein, faut obéir. Voilà. Et donc, lui, il dit, bon, il explique, voilà, techniquement ce qu'il a fait. Et quand il explique techniquement ce qu'il a fait, il dit, écoutez, tout était bien en place, tout s'est bien passé. Bon, j'ai fait une ablation de la rate, l'autre m'a coupé la côte, voilà.
Et puis bon, on a recousu, puis ça s'est bien passé, etc. Bon, bah, effectivement, le bout de bois, il a pris un chemin, voilà, idéal, hein, globalement, ça touchait à rien, donc voilà quoi. Et donc le père Ardura dit, mais vous trouvez pas ça Non, il dit, j'ai fait mon boulot, voilà, simplement. Bon, c'est sûr que c'est la première fois qu'une telle chose m'arrive, quoi. Hein, ça aurait pu plus mal se passer, mais tout s'est bien passé, voilà. Et le père Ardura qui dit, mais c'est parfait. Vous n'allez pas à l'église, c'est parfait. Vous dites que c'est pas un miracle, c'est parfait. Ben oui, parce que le risque dans ces histoires, c'est de tomber sur des personnes exaltées. Vous voyez? Voilà. Mais non, t'es guidé par le Saint-Esprit, etc. Ben non, c'est des choses très, au fait, très terre à terre, quoi. Hein, voilà. Voilà. Hein. Et finalement, dans les statistiques, hein, pour ceux peut-être qui ne l'ont pas entendu, hein, vous avez ensuite à Rome la consulta medica, hein, qui va être consultée. Donc vous avez 7 médecins qui vont recevoir en parallèle le dossier médical et qui doivent faire des conclusions. Et tous ont conclu que, bien évidemment, les conséquences de la chute ne peuvent pas s'expliquer médicalement. Hein. Il y a même des statistiques, je crois que c'est 98% au-dessus de 10 mètres perdent la vie ou ont des séquelles irréversibles. Lui, il est tombé de 15 mètres 50, voilà, il n'a pas de séquelles. Hein. Il a simplement 2 belles cicatrices, une devant, une derrière, et c'est tout, quoi. Oui. Oui. Alors, moi, je peux vous dire, il y a un truc que je regrette beaucoup, c'est que ça m'a pas rendu meilleur. Mais ça, c'est vrai. Hein, enfin bon, voilà, on se refait pas. Enfin, je veux dire, moi, je pense que, enfin, la prière, moi, ça a bouleversé ma prière, ça, c'est sûr, quoi. Voilà, je prends ça très au sérieux. Il faut le prendre très au sérieux. Voilà. Et je pense que quand je pense tous ceux qui ont prié pour que ça se termine bien, il ne faut pas hésiter à prier pour ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux. Voilà. Enfin, je veux dire, mais c'est essentiel. Bon, on comprendra tout ça plus tard, hein, je pense, hein, là-haut, je l'espère. Mais enfin, voilà quoi. J'ai touché charnellement, quoi, le fruit de la prière, quoi. Hein. Alors d'autres ont certainement eu d'autres expériences, hein, d'autres témoignages pourraient être donnés ce soir, certainement. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, donc je fais très attention avec la prière et quand quelqu'un me demande de prier pour lui, je le fais, quoi. Voilà, ça faut, voilà. Je crois que c'est très important. Il faut se porter les uns les autres dans la prière. Hein. On s'aperçoit que rien n'est foutu, quoi. Jamais, jamais, quoi. L'espérance est toujours possible, quoi. Hein. Le pays a traversé tellement d'épreuves dans les siècles. On connaît tellement de gens, d'autres saints, voilà. Enfin, je veux dire, le fruit de la prière, c'est incommensurable. Hein. Bon, après, je crois que, vous voyez, Charles ne va pas à la messe. Il ne fréquente pas les mêmes milieux sociaux, professionnels que je peux fréquenter. Je pense que, comme Charles de Foucault, il faut s'intéresser à ces gens-là, voilà, qui ont certainement un cœur tout aussi bon, sinon peut-être meilleur que ceux qui tous les dimanches vont à la messe ou se confessent, mais qui ont besoin de rencontrer aussi des gens comme nous qui leur parlent d'un autre message, qui leur parlent un petit peu de transcendance. C'est ce que manque d'ailleurs cruellement notre pays. Hein. Donc, voilà, moi quand je vois la maman de Charles, quand je vois Charles, comme je vous dis, ceux qui m'enseignent, hein, voilà quoi. Hein, faut regarder ces gens-là, quoi, avec beaucoup d'amour, quoi. Moi, j'ai la chance de diriger une entreprise qui fait des métiers qui portent du sens et qu'on voit, la menuiserie, la charpente. Hein. Mais je me souviens d'un témoignage de mes enfants, quand ils ont grandi, ils ont eu la chance d'aller sur les chantiers, parce que c'est une vraie chance. Si vous avez des enfants qui veulent faire des stages ouvriers, mais qu'ils fassent de vrais stages ouvriers. J'ai des amis qui m'appellent, est-ce que tu pourrais prendre comme stage ouvrier mon fils ? Pas de problème. Ah oui, mais je voudrais qu'il soit avec toi. Mais c'est pas un stage de patron qu'il lui faut, c'est un stage ouvrier. Vous voyez ? Hein ? Eh bien,
Mes enfants, quand ils faisaient des stages ouvriers, quand ils allaient acheter leur sandwich ou aller manger au restaurant, qui c'était en bleu, ils me disaient, mais papa, c'est marrant, hein, on n'existe pas. Ils se rendaient compte que quand ils marchaient ou quand ils rentraient dans un restaurant ou quand ils marchaient dans une galerie marchande, si c'était en bleu de travail, personne ne les regardait. Il dit, on n'existe pas. Et il faut regarder ces gens-là. C'est notre rôle. Sinon, on ne sait pas le faire, alors là, qui le fera? Voilà. Charles, c'est ça. Oui? Non. 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 Oui, on a fait calculer d'ailleurs le nombre de jets qu'il a encaissé. Bon, de jets, oui. Ouais, donc, normalement, à l'intérieur, c'est de la bouillie, quoi. Voilà. Alors, certainement que le bois a dû partiellement amortir la chute, hein, mais après, le fait d'être transpercé, ça n'aide pas non plus, quoi. Hein. En fait, voilà, quoi. C'est vraiment le miracle, c'est pas de fracture, pas d'organe vital de toucher, et puis surtout une rémission. Enfin, d'une rapidité stupéfiante, quoi. C'est-à-dire que le mardi, enfin 3 jours après, il était assis dans son lit. Le dimanche, il était debout dans sa chambre. Et le lundi, il dit, mais sortez-moi de là, quoi. Il est sorti en milieu de semaine d'après, quoi. Il est resté à peine 8 jours à l'hôpital, quoi. 8 jours à l'hôpital. Ouais. Voilà, quoi. Alors c'est sûr, à l'époque, il avait 21 ans, bon, une bonne constitution, mais quand même, quoi. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, bon, tous les médecins ont dit... on ne peut pas expliquer médicalement les conséquences d'une telle chute, quoi. Voilà, c'est... Ouais. Alors, en fait, il m'a dit, j'ai souffert quand ils m'ont piqué. Voilà, il dit, c'est très étrange. Il dit, je souffrais pas. Mais il dit, quand le SAMU est arrivé et que les chirurgiens ont dit, bon, hey, je vais te shooter pour pas que tu souffres, il dit, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti la douleur. Voilà. Et il dit, je sentais la douleur monter, mais pas que la douleur de la piqûre, vous voyez. C'est-à-dire que là, son corps s'est mis un petit peu à le réveiller, quoi. Et quand... c'est les témoins qui disaient ça, moi j'étais pas là, hein, mais quand il parlait, il y avait de l'air qui sortait par le trou. Ouais. Oui. Ah, il souffrait pas. Ah non, 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 non. Il s'est levé très conscient. Il voit comme là la porte. Il dit, je ne vais pas sortir par là. Il dit, il y a des élèves dans la cour. Il dit, je vais frayer tout le monde. Je file à droite, ça fait à peu près 50 mètres, on a mesuré. Et puis là, il tombe sur du personnel du lycée. Il dit, bah, écoutez, voilà, je suis tombé, quoi. Appelez les pompiers. Et au téléphone, voilà, bah oui, j'ai un bout de bois, 45 par 45 environ. Voilà, ouais, c'est le côté gauche, là, c'est... Passé en dessous le poumon, là, ouais, oui, ça ressort derrière. Là, voilà. Il avait son t-shirt qui ressortait derrière, qui avait été emmené par le bout de bois. Une partie du t-shirt. Ah ouais. Moi, j'ai vu les photos. Moi, je pourrais pas faire chirurgien, je vous le dis. Peut-être esthétique et encore, non. Ça saignait pas. Ça ne saignait pas. Il n'a pas perdu une goutte de sang. Il n'a pas perdu une goutte de sang. Ah non, 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 non. Ouais. Non, 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 non. Vous l'imaginez allongé dans ce sens-là. Je ne vais pas vous faire l'expérience, hein, je ne vais pas monter là-haut pour... Non, 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 non. Donc, il était allongé dans ce sens-là, et en fait, il est tombé à cet endroit sur le montant du banc, voilà. Donc, le corps un peu en bascule, quoi, hein, mais il s'est tout de suite relevé. Voilà. Hein. Sa tête n'a rien touché. J'ai mis ma tête entre mes mains, et je me suis abandonné. Bon. Alors je dis abandonné, je lui pose la question, je lui dis abandonné comment? Il me dit, je me suis détendu. J'étais pas crispé. Mais non, il la connaissait pas. Ben oui. Mais il connaissait pas. Donc moi je la connaissais. Ça fait drôle, quoi. Ben oui, oui. Oui, oui. Voilà, donc... Ouais, ouais. Alors, vous voyez, madame, votre réflexion,
Il y en a plein qui me l'ont faite. Et c'est une réflexion avec un grand point d'interrogation. C'est curieux qu'il n'ait pas demandé le baptême. Voilà. Et il y en a qui, je me souviens une fois une dame qui dit, mais je n'arrive pas à me résoudre qu'il ne soit pas encore baptisé. Moi, je dis, écoute, on n'a peut-être pas prié assez fort, je sais pas, mais bon, ça nous appartient pas, quoi. Ça nous appartient pas, quoi. Voilà. Et puis, oui. Alors, moi, ce que je peux vous dire par rapport à la religion, c'est que il ne plaisante absolument pas avec ça. Il est très respectueux, franchement. Hein. Il ne s'est jamais laissé embarquer sur des terrains un peu bizarres par les copains. Absolument pas. Hein. Enfin, je veux dire, non, sa réponse est, écoute François, moi, je n'ai pas rencontré Dieu, quoi. Mais l'Église, c'est super, il y a des gens super, quoi. Voilà. Bon, mais moi, j'ai pas rencontré Dieu. Et pourtant, je pense que je suis miraculé. Bon, bah, avec ça. Alors, sa maman, elle est baptisée, oui. Et elle, sa maman a fait un chemin de foi. Hein. Je peux dire qu'elle brûle des cierges. Hein. Ouais. Il faut prier pour qu'elle ait le don de la foi. Ouais. Voilà, on prend la dernière question et puis on finira par sans doute une prière, je suppose. S'il y a une question. Oui. Je parle sous contrôle. En fait, nous sommes 4 entreprises, 4 PME qui se sont regroupées pour reconstruire, puisque ce n'est pas vraiment une restauration, parce que tout a brûlé, malheureusement, la flèche et les transepts. Et vous avez une autre entreprise qui, elle, reconstruit la nef et le chœur. Voilà. Donc, ça nous occupe bien en ce moment. Je vis une expérience professionnelle assez unique, dans le sens où on travaille avec 3 autres confrères. Habituellement, nous sommes des concurrents, acharnés. Et là, nous sommes regroupés. Et ça se passe bien. Très bien. Et entre les équipes, ça se passe aussi très bien, entre charpentiers. Voilà. Et donc maintenant, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes pour respecter le délai qui nous est imparti. Et normalement, en octobre de cette année, la partie bois de la flèche et du transept sera terminée. Voilà. Mais c'est superbe. Ça sera splendide, franchement. Notre-Dame sera splendide. Vous dire merci, évidemment. Un immense merci. Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres commentaires. Et merci Saint-Charles. J'ai 2 éléments à ajouter. Le premier, c'est Laurent Touchag qui va vous le donner. Et le deuxième, je le ferai après. Laurent, je vous laisse la parole pour 2 minutes. Toute petite information. Je remercie à mon tour François pour ce bel exposé de ce qu'on appelle un miracle par préservation. Très souvent, l'Église ne reconnaît que des miracles de guérison. Là, c'est un miracle par préservation. Et c'est assez rare que l'Église reconnaisse ce genre de miracle. Fin de mon intervention sur ce sujet. C'est à propos d'un nouvel élément qui est dans la vitrine de gauche des reliques ici. Depuis l'annonce de la canonisation, nous avons continué, je parle en tant que président des Amitiés Charles de Foucauld, qui est au service de la postulation pour tous les travaux de fond sur la cause, nous avons reçu un certain nombre de lettres que nous ne connaissions pas avant, une 50aine de lettres écrites par Charles de Foucauld au chef de la famille des Foucauld, le marquis de Foucauld-Lardimali. Charles de Foucauld lui-même est un Foucauld-Pontbriand, c'est la branche cadette de la famille. Nous avons reçu ensuite une 20aine de lettres écrites à un officier qui était en garnison, dans une garnison du Sahara au moment où Charles de Foucauld y était, etc. Ça continue. Et il se trouve qu'aujourd'hui, via la famille Lefebvre, une dame vous a apporté ici une lettre qu'elle a trouvée dans une vie de Charles de Foucauld écrite par René Bazin, trouvée chez un bouquiniste à Paris. Et en ouvrant le livre, en retirant la couverture, il y avait cette lettre qui est ici, qui a été mise ici à cet endroit. Bon, voilà. Il faudra en faire l'analyse et l'étudier plus précisément. Je n'ai pu la regarder qu'à travers la vitrine.
Elle est datée d'un certain 17 juin. C'est vraiment une lettre de Charles de Foucault, et son écriture ne ment pas. Elle est datée d'un 17 juin, mais il n'y a pas l'année, mais il y a le lieu à partir duquel il l'a écrite. Et on voit dans la lettre qu'il est en train de faire un circuit dans le Sahara, qu'il est en train de se déplacer, qu'il fait une tournée, et qu'il appelle une tournée d'apprivoisement. C'était la manière qu'il avait de parler de sa manière de rencontrer les tribus des Touaregs. Et il donne la suite de son programme. Donc on va pouvoir retrouver l'année de cette lettre, qui est sans doute d'après 1908. Et elle est écrite à un certain Louis, mon cher Louis. Et c'est une lettre donc, qui vient se rajouter à une collection de lettres, si elle n'en fait pas partie déjà, je ne sais pas, mais qui a été publiée par la famille de Charles de Foucault à la fin de l'année 2020, par des cousins issus de Germain. Ce Louis, en fait, donc, qui est cité là, ça ne peut être qu'un seul Louis, c'est Louis de Foucault. Et le Louis de Foucault, c'était le seul homme de la génération de Charles de Foucault, à part lui. Hein, du vivant de Charles de Foucault, dans sa famille, ayant son âge, de sa génération, il n'y avait qu'un seul homme. Tous les autres membres étaient c'était sa sœur ou ses cousines. Il y avait ce Louis de Foucault, qui était un officier, qui n'avait pas la foi. Et Charles de Foucault s'est attaché à lui comme un frère, et il finit beaucoup de ses lettres en lui disant « Mon cher Louis, je t'embrasse comme je t'aime de tout mon cœur ». Et ce Louis de Foucault s'est converti en 1908, et ensuite il s'est retiré dans ses terres en Anjou comme à la retraite militaire. Voilà. Et on faudra analyser cette lettre et voir ce qu'elle dit de particulier. Elle comporte 4 pages, 2 feuillets écrits recto verso. Merci Laurent. On sent la connaissance que vous avez du père de Foucault. Donc merci pour la personne qui a porté cette lettre. La dernière information vous libérera après avoir chanté ensemble la prière d'abandon. La dernière information, c'est que, vu le très grand nombre que vous êtes aujourd'hui, nous avions prévu demain que M. Touchag, qui vient de parler, qui est le président des Amitiés Charles de Foucault, et qui va nous parler de la partie intellectuelle. Hier, on a eu la partie historique. Aujourd'hui, on a eu le miracle. On a tous frémi, je pense, à plusieurs reprises. Demain, on va parler de la partie intellectuelle et après de la partie spirituelle. Comme je pense qu'il y aura aussi beaucoup de monde pour cette partie intellectuelle pour vous écouter, Laurent, on a changé le lieu. Donc demain, ce n'est pas à l'école parce que ça sera trop petit. Vous avez rendez-vous demain, ici, à la même heure, 20h30, à Notre-Dame-des-Armées. Merci de le faire savoir autour de vous, pour que les gens n'aillent pas à l'école. Sinon, à l'école, on ne pourra prendre que 60-70 personnes et pas davantage. Donc demain soir, merci de venir ici pour ceux que ça intéresse et de faire circuler l'information. Je vous remercie. Monsieur l'abbé. Nous levons pour chanter « Mon Père, mon Père ». Père
Notre-Dame des Armées, Saint Joseph, Saint Charles de Foucauld. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup. Merci, cher monsieur.